On se dirige vers la fin de ce rendez-vous et évidemment, on va demander à Pierre Chavy, le directeur de l'évaluation de la performance de l'achat des finances et de l'immobilier du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, de venir conclure nos travaux. Et après, on aura Jean-Luc Barras, le président du CNA, qui lui succédera. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Alors, je n'ai plus l'outre-mer depuis le changement de gouvernement. Non, je n'ai plus l'outre-mer, mais je m'occupe encore de l'immobilier de l'administration centrale de l'outre-mer, si ça peut vous rassurer. Donc, je voudrais commencer mon propos par adresser des remerciements sincères. Alors, tout d'abord aux 330 participants, puisque ça démontre un véritable intérêt pour ce forum de l'achat public. Mais je voudrais également adresser des remerciements appuyés à M. Gabi Olmeta, qui a fait beaucoup applaudir, et je propose qu'on applaudisse également parce qu'il était un excellent présentateur. Ça, c'est pour vous m'épargner par la suite. Je tiens également à remercier Madame Anne Pateau, conseillère régionale et présidente de l'IFALP, que je qualifierais de sagesse achat personnifiée, si vous le permettez. Et nous avons également eu la chance, mais ils ont dû s'absenter, de recevoir aujourd'hui Clémence Ossina et François Adam, qui sont respectivement directeurs de l'achat, des affaires juridiques du ministère de l'Économie et des Finances et directeur des achats de l'État. Bien évidemment, mes remerciements vont également à M. Olivier Luancy, qui a dû partir lui aussi, qui est apparu il y a bien des égards comme un confesseur qui nous a permis un réexamen de notre fort intérieur économique, et c'était effectivement très stimulant. Et tout naturellement, il me semblait important de remercier le CNA, et puisque j'ai un lien tout particulier avec lui, Jean Bougreau, qui est son vice-président. Alors, la question qui se pose à l'issue de cette journée, c'est est-ce que l'achat public est parvenu à résoudre l'ensemble de ces contradictions? Alors, il doit être, on l'a retenu dorénavant, une composante à part entière des politiques publiques, un booster des politiques publiques, pour reprendre l'expression qu'a utilisée François Adam, un instrument de la transition écologique et d'inclusion sociale, un levier de développement des PME et de diffusion de l'innovation, et tout cela en réduisant les dépenses publiques, en faisant des économies, en faisant des gains achats. Alors, force est de constater qu'on y parvient. On parvient, en tout cas, à résoudre certaines contradictions, et à mon sens, ça démontre le talent de la communauté des acheteurs qui parviennent à se saisir de l'ensemble des marges qu'offre le droit de la commande publique, puisque c'est un point qui a été souligné. Le droit de la commande publique n'est pas seulement une contrainte, c'est aussi un espace d'opportunité. Puisqu'effectivement, on le constate chaque jour, les acheteurs parviennent à concilier des exigences qui peuvent souvent apparaître comme étant opposées. Alors, fort heureusement, l'ensemble des contradictions ne sont pas résolues, et c'est ce qui nous permet d'écrire ensemble l'histoire, puisque la dialectique des contradictions se poursuit. Et clairement, ce que l'on a pu constater, c'est que l'histoire est en marche. Et c'est un point que la première table ronde a permis d'illustrer avec un intérêt tout particulier. Et j'ai retenu de cette table ronde que la période récente avait été marquée par une véritable révolution, pour reprendre les termes utilisés par Anne Pateau. Donc une révolution dans la manière d'appréhender la procédure d'achat, mais aussi une révolution dans les finalités de l'achat public. Et François Adam l'a rappelé, depuis 6-7 ans, l'achat public est devenu une composante à part entière des politiques publiques, notamment sous l'effet des exigences liées à la transition écologique ou de l'inclusion sociale. Et l'achat a également été mis au service des politiques économiques. C'est un point que François Adam a aussi relevé, en particulier en ce qui concerne le développement des PME et l'encouragement de l'innovation. Et de toute évidence, c'est un mouvement qui se poursuit et qui a vocation à se poursuivre. Et je retiens de l'intervention de Clémence Ossina le changement de paradigme dans le cadre européen de la commande publique. La logique de la stratégie industrielle s'affirme. Cela sera plus encore le cas demain, si je le comprends bien, par la réouverture des directives de 2014 que la directrice d'affaires juridiques du ministère de l'Économie et des Finances a évoquées. Alors, irons-nous plus loin encore, notamment en mettant davantage l'achat public au service de la réindustrialisation? Il y a lieu tout d'abord de relever que
Alors, n'en déplaise à M. Luancy, que l'achat public est déjà, dans une certaine mesure, au service de la réindustrialisation, même si, effectivement, on peut considérer que c'est aujourd'hui insuffisant. Et se pose donc la question de savoir si il est opportun et s'il est souhaitable d'aller plus avant dans la mobilisation de l'achat public pour privilégier la réindustrialisation. Et là, ça nous ouvre un champ de perspective, en tout cas un champ de réflexion beaucoup plus large, puisque, comme l'a souligné Olivier Luancy, la réindustrialisation résonne avec la souveraineté, avec la réduction de notre empreinte au carbone, mais aussi avec la cohésion territoriale, voire avec la cohésion sociale. Donc on voit bien l'ambition qui peut étreindre l'achat public si on se dirige vers cette voie qui présente un intérêt tout particulier. Et bien évidemment, pour accompagner ce mouvement historique qui voit l'achat public s'inscrire au cœur des politiques publiques, au cœur des politiques économiques, la formation des acheteurs constitue un enjeu majeur, et cette préoccupation, je le crois, est au cœur de l'ambition de l'IFALP, ainsi que l'a montré la présentation de Mathilda Degray. En tout état de cause, il apparaît que le ministère de l'Intérieur et son écosystème entendent s'inscrire dans ce mouvement. Le pacte capacitaire Feux de forêt, présenté lors de la deuxième table ronde, notamment par Julien Fischer et Franck Verguest, en constitue une belle illustration. Je note d'ailleurs que la collaboration avec l'UGAP, représentée par Lionel Ferrari, et les entreprises adhérentes à la FFMI, et j'en profite pour remercier Régis Cousin de sa participation, a permis de résoudre une contradiction, puisqu'elle a permis tout à la fois des améliorations qualitatives, en particulier capacitaires, à travers un renforcement de l'interopérabilité, tout en réalisant des gains achats. Donc, cela est possible. On peut obtenir des gains qualitatifs tout en payant moins cher. Et aller dans le sens de l'histoire, c'est aussi, et la troisième table ronde l'a montré, accorder une attention toute particulière à la problématique de l'achat responsable. Et au-delà des obligations juridiques qui existent en ce domaine, nous percevons tous qu'il existe un enjeu, et ça a été rappelé par deux des participants à cette table ronde, un enjeu de pérennité de nos organisations et aussi un souhait de servir l'intérêt général, souhait de s'inscrire dans le cadre de l'intérêt général qui est bien évidemment au cœur des services publics. Et c'est en tout cas ce souhait de servir l'intérêt général qui était au cœur de la motivation de la collaboration engagée par le ministère de l'Intérieur avec la société de Jean Soufflet, Résilience, au titre des tenues de sport des écoles, de la police et de la gendarmerie nationale. Donc, pour conclure ce propos que je ne veux pas trop long, je reprendrai tout simplement les termes de Bruno Kobel. La clé de tout réside dans la volonté politique, et il me semble que c'est une conclusion qui est tout à fait intéressante. Et je ne serai pas plus long, et je vous remercie toutes et tous, et je remercie les participants ainsi que ceux qui ont contribué à l'animation de ces tables rondes. Merci. Merci Jean. Merci Jean Bouvreau de nous avoir réunis ici, de nous avoir permis ça, de nous permettre de continuer ce débat sur les achats publics. Je pense que c'est extrêmement important. Voilà. Et ça, on tient beaucoup à toi d'avoir eu cette continuité et de l'avoir voulu. Je remercie Monsieur le Préfet Didier Martin de nous avoir accompagnés, d'avoir permis à cette journée d'exister. Évidemment, je vous remercie aussi Monsieur Chavy. Je crois que votre conclusion était éloquente. Du coup, je n'ai pas grand-chose à dire parce que vous avez précisé beaucoup de points que j'avais relevés aussi, et notamment cette volonté politique dont parlait Bruno. Je remercie aussi toutes les équipes de la logistique sans qui ça ne peut pas exister. Hein. Donc, je crois que l'adjudante Dolon était à la manœuvre, Béatrice Bergeon aussi, enfin, c'est l'adjudant-chef Civis aussi. Donc voilà, je vous remercie, toute l'équipe technique, tout ce qui permet à tous ces organisations de se réunir. J'en profite aussi pour réunir évidemment les équipes formidables du CNA que beaucoup d'entre vous connaissent, autour de Nathalie, Déborah, Natacha, Marine, Caroline et Céline, Élise qui est à distance aujourd'hui. Moi, j'ai évidemment
et je l'ai dit, pas grand-chose à ajouter là-dessus. Je crois que il y a tout de même un certain nombre de points qui ont été évoqués et qui méritent encore d'être travaillés. Oui, il faut que la puissance achat public soit utilisée en puissance politique. Je pense à celui-ci, voilà, c'est celui qui fonctionne. Voilà, j'ai compris. Excuse-moi. Ah bon, d'accord. Alors, je garde les deux. Je croyais que ça sifflait quand il y avait les deux. Ça siffle un peu, effectivement. Donc, je vais faire ça. Oui, il faut que la puissance d'achat public soit utilisée en puissance d'achat politique. Il faut pour ça qu'un certain nombre de choses continuent à être travaillées. Je pense qu'il faut aussi que on évolue bon, je ne sais pas exactement si c'est le cadre juridique qui doit évoluer, mais en tout cas, l'utilisation du cadre juridique, elle doit aussi évoluer. Je pense que c'est important d'avoir cette ambition-là si on veut aller au bout. Si on veut avoir de la continuité dans les idées, je pense qu'il y a d'excellents boulots. Moi, qui ai un regard externe que m'a permis d'avoir Yves Bentolila là-dessus et qui m'a bien instruit sur toute cette partie-là, ça me permet de voir qu'il y a des pratiques différentes. Je crois que ces pratiques, elles doivent être évoquées parce que oui, on peut, a priori, je crois, avec le même cadre juridique, agir de façon différente. Alors évidemment, aujourd'hui, on a eu des témoignages qui sont plus des témoignages haut de gamme, il faut être honnête, de ceux qui utilisent très intelligemment l'achat public, donc ils ne sont pas forcément représentatifs de tout, et je crois que les centaines de milliards dont on parle méritent effectivement tout ce professionnalisme. Je crois que c'est important aussi ce matin, on a parlé d'IFALP, l'IFALP qui a témoigné aujourd'hui. Je crois que la nécessité de professionnalisation est là aussi. Et je remercie cet organisme avec lequel nous nous sommes engagés d'ailleurs, mais des universitaires de prendre en charge cette ambition aussi, parce que je crois qu'il y a besoin d'apporter encore de la méthodologie, il y a besoin d'apporter une capacité d'analyser, j'imagine, la puissance des datas dont vous disposez et qui sont nécessaires d'exploiter. Alors, tout à l'heure, Olivier, mais il est parti, donc je ne pourrais pas avoir ce débat avec lui, mais sur le fameux achetant français, on sait tous quand on est acheteur que savoir ce qu'on achète en France, c'est quand même excessivement compliqué parce que ça dépend évidemment de quoi on parle. Mais bon, il faudra aussi parfaitement le normer. Il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises là-dessus pour pouvoir le prendre en compte. Voilà, moi je crois que les témoignages l'ont montré. La métropole de Strasbourg, il y a longtemps qu'on a observé qu'il y avait une volonté d'appliquer de façon zélée un certain nombre d'ambitions à travers le SPASER, notamment pour exploiter tous les achats responsables. Je crois que c'est une nécessité aujourd'hui, voilà, et un exemple à suivre. Je pense que l'ambition qu'on doit avoir ensemble aujourd'hui, c'est de bien exposer toutes les façons dont on achète et de bien exposer toutes les pratiques. Je crois qu'on n'échange pas assez là-dessus. Je pense que c'est une nécessité de continuer à travailler ça. Je pense qu'il y a un certain nombre tout un écosystème qui existe autour des achats publics aussi. Je vous avouerai que je ne le comprends pas toujours. Je pense qu'il y aura aussi besoin de réfléchir à ça. Je pense que l'avenir des achats, c'est les acheteurs qui doivent le prendre en main. Je pense que c'est à vous, à nous, ensemble. Et nous, le CNA, on est uniquement le bras armé. On peut vous permettre de dire un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas dire peut-être exactement dans votre position, ou votre devoir de réserve ne vous permet pas exactement de l'afficher d'une certaine façon. Mais je crois qu'il y a une nécessité de continuer à professionnaliser toute cette approche, le positionnement des achats. Il faut encore avoir totalement cette ambition. Et en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que le Conseil national des achats sera là pour vous servir dans cette ambition, totalement. Voilà. Et là, on sera là avec vous. Il y a déjà des grandes figures qui sont représentées aujourd'hui, qui vous représentent, mais continuons sur ce travail-là. Le Conseil national des achats régulièrement lance un certain nombre de travaux à travers la communauté, plus ou moins spécialisés, sur laquelle il faut que vous soyez présents. Et Nathalie Leroy se fera un plaisir de pouvoir vous aider à organiser des travaux transversaux que vous voudriez organiser, que vous voudriez mener pour étudier
étudier un certain nombre de domaines et creuser avec peut-être le recul qu'il faut, parce que c'est l'avantage lorsque, au niveau du CNA, on monte un HLab, ce qu'on appelle un HLab, eh bien, ça donne à chacun le recul qu'il faut pour sortir de sa propre entreprise et regarder assez transversalement une problématique, y inviter des universitaires, y inviter des spécialistes, y inviter des conseils, des consultants qui sont aussi avec une certaine expertise. Certains sont présents ici, et ça nous donne cette capacité de recul-là, et c'est une vraie richesse, et c'est ce que vous apportez, et c'est ce que vous doit aussi le CNA, c'est ce qu'on construit ensemble. Voilà, je vous remercie vraiment tous pour ça. Merci Gabi, tu as déjà été remercié pour toujours animer ça avec beaucoup d'intérêt. Et merci à tous et à toutes